Le mont Everest ne pardonne pas. Il tue, pas toujours par avalanche, pas toujours par tempête, mais parfois juste par stupidité humaine. 2 hommes, 2 décisions absurdes, 2 gestes banals qui les ont menés à la mort. Martin Keller avait 38 ans lorsqu'il posa le pied sur les pentes supérieures du mont Everest. Il n'était pas célèbre, pas influenceur, pas aventurier médiatisé. C'était un homme discret, méthodique, presque banal en apparence. Né en Autriche, dans une petite ville proche d'Innsbruck, il avait grandi entouré de montagnes. Son père était guide de randonnée, sa mère infirmière. Dès l'enfance, la montagne faisait partie de son quotidien. Pendant longtemps, Martin mena une vie simple. Des études en ingénierie, un travail stable, une routine bien huilée. Mais une chose ne le quittait jamais, l'alpinisme. Chaque week-end, chaque congé, il partait grimper. D'abord les Alpes, puis des sommets plus techniques, plus hauts, plus dangereux. Il ne cherchait pas l'adrénaline pure, mais une forme de reconnaissance intérieure. Le sentiment d'aller là où peu de gens vont, de repousser une limite personnelle. À 30 ans, il gravit son premier sommet à plus de 7000 mètres. À 35, il parla pour la première fois de l'Everest. La décision ne fut pas impulsive. Elle mûrit pendant des années. Préparation physique intense, entraînement en hypoxie, expédition intermédiaire, économie minutieuse. Martin savait que l'Everest n'était pas qu'une montagne. C'était une zone de mort, un endroit où le corps humain n'est pas censé survivre longtemps. Mais il se sentait prêt, plus que prêt. Lorsqu'il arriva au Népal, tout semblait confirmer son sentiment. L'expédition se déroulait bien. Son acclimatation était excellente. Les Sherpas le considéraient comme discipliné, calme, respectueux. Il ne prenait jamais de risques inutiles, toujours attaché, toujours concentré, toujours en retrait, jusqu'au jour de l'ascension finale. Le départ eut lieu dans la nuit. Comme toujours, le froid était mordant mais supportable. Le ciel étonnamment dégagé. Les conditions presque idéales pour un sommet aussi imprévisible. Martin avançait lentement, respirant profondément à travers son masque à oxygène. Chaque pas demandait un effort colossal. À plus de 8000 mètres, le corps brûle de l'intérieur. Les muscles manquent d'oxygène. Le cerveau fonctionne au ralenti. Pourtant, il avançait, régulier, concentré, déterminé. À mesure qu'il approchait du sommet, une émotion étrange l'envahit. Un mélange de fierté, d'irréalité et de tension. Il pensa à ses parents, à son père, qui ne comprenait pas vraiment pourquoi quelqu'un voudrait monter si haut, à sa mère, inquiète mais silencieuse. Il pensa aussi à tout ce qu'il avait sacrifié pour être là, les relations mises de côté, les années de solitude. Tout cela prenait enfin sens. À quelques dizaines de mètres du sommet, Martin ralentit volontairement. Il n'était pas en difficulté, mais il voulait savourer, regarder, graver l'instant dans sa mémoire. Autour de lui, le monde semblait irréel, un océan de nuages en contrebas, un ciel sombre, presque noir, un silence absolu. À cet instant précis, il eut la certitude qu'il vivait le moment le plus important de sa vie. C'est alors qu'il aperçut l'endroit. Une portion étroite de l'arête, dangereuse, mais offrant une vue exceptionnelle. Le soleil commençait à émerger derrière un rideau de nuages, projetant une lumière dorée sur les pentes glacées. Martin s'arrêta. Il comprit immédiatement, c'était l'image parfaite, celle qu'on ne peut pas décrire, celle qu'il fallait capturer. Il s'agenouilla avec précaution, ajusta sa position, tout était calculé. Il sortit son téléphone de la poche intérieure de sa combinaison. Il retira ses gants. La douleur fut immédiate. Une sensation violente, presque électrique, parcourut ses doigts. Le froid mordit la peau avec une brutalité surprenante. Mais Martin n'y prêta pas attention. Toute sa concentration était tournée vers l'écran. Puis, sans avertissement, le téléphone glissa. À cet instant, Martin ne réfléchit pas. Son cerveau privé d'oxygène réagit par instinct. Il tendit la main pour le rattraper. Un geste automatique, un réflexe banal. Son centre de gravité bascula immédiatement. Il sentit son corps partir vers l'avant. Un cri lui échappa, aussitôt emporté par le vent. Ses mains cherchèrent désespérément quelque chose à saisir. Mais le vide ne répond pas. En une fraction de seconde, il perdit totalement le contrôle. Son corps bascula dans le vide. Les alpinistes en contrebas virent une silhouette chuter. Rien de plus.
Pas de bruit distinct. Pas de possibilité d'intervention. La chute dura plusieurs secondes. À cette altitude, le corps n'a aucune chance. Il heurta les parois, les pentes, puis disparut dans l'immensité blanche. Le téléphone fut retrouvé bien plus tard, brisé, figé dans la glace. Martin Keller, lui, ne fut jamais récupéré immédiatement. Trop dangereux, trop risqué. Sur l'Everest, la montagne garde souvent ceux qu'elle prend. Il n'est pas mort à cause d'une tempête, ni d'une avalanche, ni d'un manque de préparation. Il est mort pour une photo, une image qu'il n'a jamais vue, une image que personne n'a jamais partagée. Alexandre Morel avait toujours aimé se comparer aux autres. Depuis l'adolescence, il avait ce besoin presque constant de prouver qu'il était plus résistant, plus fort, plus endurant. Né à Chamonix, au pied du massif du Mont Blanc, il avait grandi dans un environnement où la montagne était omniprésente. Là-bas, être alpiniste n'avait rien d'exceptionnel. C'était presque une norme. Très jeune, Alexandre avait appris à grimper, à skier, à évoluer en altitude. Il était bon, même très bon. Et surtout, il le savait. Contrairement à d'autres, Alexandre ne grimpait pas pour le silence ou la contemplation. Il grimpait pour la performance, pour repousser les limites, pour montrer. Chaque sommet était un trophée. Chaque réussite, une confirmation qu'il était au-dessus de la moyenne. Cette mentalité lui avait valu autant d'admiration que d'agacement. Certains le respectaient, d'autres le trouvaient arrogant. Lui s'en moquait. À ses yeux, seuls les résultats comptaient. À 34 ans, il avait déjà participé à plusieurs expéditions en haute altitude. Andes, Pamir, Himalaya. Il connaissait le manque d'oxygène. Il connaissait la fatigue extrême. Il connaissait la peur. Mais il n'avait jamais réellement été mis en échec. À chaque fois, son corps avait tenu. À chaque fois, il était revenu vivant. Cette accumulation de succès forgea en lui une certitude dangereuse. Il était différent, plus résistant que les autres. L'Everest représentait l'ultime étape, le sommet absolu, celui qui sépare les bons des légendes. Alexandre s'inscrivit dans une expédition commerciale, encadrée, bien organisée. Autour de lui, des alpinistes venus du monde entier. Certains expérimentés, d'autres beaucoup moins. Il observait, comparait, jugeait, et intérieurement, il se sentait supérieur à la majorité. Parmi les membres de l'expédition se trouvait Thomas Reid, un ingénieur britannique calme, discret, méthodique, l'exact opposé d'Alexandre. Thomas parlait peu, ne se vantait jamais, respectait scrupuleusement les consignes. Les deux hommes ne s'appréciaient pas particulièrement, mais se respectaient en surface, jusqu'au jour où la météo décida de tout ralentir. Ils étaient bloqués dans un camp d'altitude, à plus de 8000 mètres. Le vent soufflait violemment. Impossible de progresser, impossible de redescendre immédiatement. Ils devaient attendre. À cette altitude, l'attente est dangereuse. Le corps se dégrade lentement. Le cerveau manque d'oxygène. Les décisions deviennent floues. Le moindre ennui peut devenir fatal. Pour tromper l'angoisse, les alpinistes parlaient. Certains plaisantaient, d'autres racontaient leurs exploits passés. Alexandre, comme souvent, parlait plus fort que les autres. Il racontait ses ascensions précédentes, les moments où il avait tenu alors que d'autres avaient abandonné. Peu à peu, le sujet de l'oxygène revint sur la table. Alexandre affirma qu'il pouvait rester sans masque bien plus longtemps que la moyenne, qu'il avait déjà fait des efforts intenses, avec très peu d'assistance, que son corps était habitué. Thomas tenta de tempérer. Il rappela que l'altitude actuelle n'avait rien à voir avec leurs expériences passées, que la zone de mort portait bien son nom. Alexandre sourit, un sourire condescendant. Quelqu'un lança alors une remarque presque en plaisantant. Qui tiendrait le plus longtemps sans oxygène? Les rires fusèrent. Personne ne pensait réellement que quelqu'un irait au bout, mais Alexandre, lui, se sentit défié. Dans son esprit, reculer serait admettre une faiblesse. Il accepta immédiatement. Thomas tenta encore de dissuader. Il rappela les risques. Alexandre l'ignora. Il retira son masque. Au début, tout sembla normal. Il respirait lentement, profondément, il souriait, il parlait même. Les autres le regardaient, mi-amusés, mi-inquiets. Les minutes passaient. Alexandre se sentait étrangement bien. Une sensation d'euphorie s'installa. Classique en hypoxie, mais il l'interpréta comme une preuve de sa supériorité. Quand quelqu'un lui proposa de remettre son masque, il refusa.
Encore un peu, pour montrer. Son discours devint plus confus, mais lui ne s'en rendait pas compte. À ses yeux, tout allait bien. Il se leva même, malgré les protestations. Il voulait prouver qu'il pouvait bouger, marcher, agir. Il fit quelques pas hors de la tente. L'air glacé frappa son visage. Il tituba légèrement, rattrapa son équilibre. Il riait. À cet instant, son cerveau manquait cruellement d'oxygène. Son jugement était altéré. Chaque décision devenait dangereuse. Il refusa toujours de remettre le masque. Il s'éloigna de quelques mètres supplémentaires. Les autres commencèrent à paniquer. Thomas sortit à son tour, masque en place, pour tenter de le ramener. Mais Alexandre avançait mal. Ses gestes étaient lents, désordonnés. Puis, sans prévenir, ses jambes cédèrent. Il s'effondra dans la neige, à quelques mètres à peine du camp. Thomas se précipita. Les autres suivirent. Ils tentèrent de lui remettre son masque, de le stimuler, de le relever. Mais le corps d'Alexandre ne répondait plus. À cette altitude, le cerveau privé d'oxygène peut subir des dommages irréversibles en quelques minutes. Le temps qu'il réagisse, le mal était déjà fait. Alexandre entra dans un état semi-comateux. Son cœur battait encore, mais faiblement. Les secours étaient impossibles. Trop haut, trop dangereux, trop tard. Il mourut là, allongé dans la neige, à quelques mètres seulement de l'endroit où il aurait pu être en sécurité. Le lendemain, la tempête se calma. Le groupe redescendit. Alexandre Morel resta derrière, comme beaucoup d'autres avant lui. Un corps figé dans la glace, témoin silencieux d'une erreur humaine. Il n'est pas mort à cause d'une avalanche, ni d'une chute, ni d'un équipement défaillant. Il est mort à cause d'un pari, d'une phrase de trop, d'un ego mal placé.